camarades! Pour faire le lien entre la situation géopolitico-religieuse décrite dans la vidéo précédente et l'idée de croisade qu'on va voir ensuite, il nous manque encore deux éléments cruciaux, l'un occidental qu'on verra la prochaine fois et un autre oriental. Alors, des fadas descendus des steppes d'Asie centrale à la recherche de conquête à la pointe du sabre et à la vitesse du canasson, il y en a toujours eu. Les Scythes, les Huns, les Mongols, etc. et les Turcs. Et parmi eux, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les Turcs Seldjoukides, des Turcs de la tribu Gouz. Ces Lascars-là, en moins de 50 berges, ils ont créé un empire immense qui, par ses conquêtes et ses victoires, a motivé partiellement l'idée de croisade, et qui, par son affaiblissement et ses querelles intestines, a permis sa réussite. Après les conquêtes arabes en Transoxiane, grosso modo dans l'actuel Ouzbékistan-Afghanistan, c'est la dynastie iranienne locale des Samanides qui va gérer le coin à partir du 9e siècle pour le compte du calife de Bagdad, tout en exerçant dans les faits un pouvoir quasi indépendant. Il chope aussi d'autres territoires comme le Khorasan, à savoir une grande partie de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Iran. Nian. Ces Samanides, ils bastonnent sévère à leurs frontières contre les invasions venues des steppes, et afin de donner un caractère un petit peu plus sacré à tout ça, ils commencent à convertir ces peuples. Et certains chefs barbares acceptent et deviennent mercenaires, pigeant très vite le super potentiel politique de cette conversion. Ça va avoir des conséquences énormes. Du coup, dans les années 990, quelques-uns de ces mercenaires turcs convertis, les Ghaznavides, sont engagés par les Samanides en plein déclin pour faire face à l'invasion d'autres Turcs convertis, les Karakhanides. Et du coup, en 999, les Karakhanides occupent la Transoxiane, tandis que les Ghaznavides récupèrent l'intégralité du Khorasan. Quant aux Samanides... Alors, on déguste un vieille merde! À côté de tout ça, d'autres Turcs convertis, nos fameux Seldjoukides. Tenant leur nom de leur premier chef quasi mythologique Seldjouk, ils avaient entre autres combattu pour les Samanides avant de se mettre à errer en bons nomades et en bons mercenaires parmi la Transoxiane. Jusqu'au jour où leur chef, dont Togrul Beg, futur véritable fondateur de l'Empire, ne battent les Ghaznavides à Merv en 1040, récupérant comme ça l'intégralité du Khorasan. On a donc d'un seul coup d'innombrables hordes de barbares bourrins bridés convertis à l'islam sunnite depuis peu, qui dirigent la moitié de la Perse et risquent de tout foutre en l'air partout puisque personne ne semble pouvoir les arrêter. Mais heureusement leurs chefs sont loin d'être cons. Surtout Togrul Beg, qui comprend très vite l'intérêt de s'iraniser. En adoptant et en défendant la culture et l'administration arabo-persane, il y a clairement moyen de passer de chef de bande à chef d'État. Il applique donc cette technique, il récupère d'autres terres, il fait disparaître sa capitale, quand il est soudainement appelé par le calife abbasside de Bagdad lui-même, El-Khaïm. Le chef religieux sunnite voulait virer ceux qui lui ont imposé leur tutelle, les émirs iraniens bouyides qui sont chiites. Alors Togrul Beg rapplique, il écrase le bordel, plus quelques révoltes parmi ses opposants et ses cousins, et il accède au titre de sultan, roi de l'Orient et de l'Occident, et il devient le champion du sunnisme. Pour un mec qui avant élevait 3 moutons dans le désert, c'est pas dégueu. Il a réussi à suffisamment discipliner sa famille et son armée, il a su faire les bons choix politiques et religieux, et du coup il a créé un immense empire. Et mieux que ça, maintenant il peut légitimer ses envies de conquête par la notion de guerre sainte musulmane. Oui, c'est bien vu, oui. L'empire seldjoukide était né, se substituant sans problème à l'empire arabe, à coup de conquête et de bonne administration. Bon, pour ça, les sultans, qui étaient quand même meilleurs guerriers qu'administrateurs, ils ont refilé le bébé à des hommes compétents comme Nizam el-Mulk, tandis qu'eux-mêmes repartaient tabasser à tour de bras pour agrandir ou affermir leur pouvoir. Dans le genre, on a Alparslan, lion héroïque, neveu et successeur de Togrul Beg, à qui certains reprochaient d'être un poil efféminé et qui du coup a tapé sur ses cousins et ses oncles, sur la dynastie Mirdacide d'Alep et sur la Transoxiane où il a fini par calancher. Mais c'est même pas là qu'il a tapé le plus fort. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Ça fait très longtemps que des bandes turques viennent de temps en temps en Anatolie, histoire de casser du byzantin, de rigoler un coup et d'arrondir les fins de mois. Et sous Alparslan, ça continue sans qu'ils le demandent. Ce qui saoule de plus en plus les Byzantins qui, par précaution, ont annexé les royaumes arméniens d'extrême Anatolie afin de limiter les incursions turques. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup râler les Arméniens. Sauf que les Byzantins, ils sont beaucoup moins riches et beaucoup moins puissants qu'ils ne l'étaient au début du XIe siècle. L'Empire est grignoté de partout par des aventuriers turcs en Anatolie, des aventuriers normands en Italie du Sud, des aventuriers turcs et balkaniques dans les Balkans, les relations religieuses entre Rome et Constantinople sont au plus bas, et deux factions se disputent le pouvoir, l'administration et la cour d'une part, et l'aristocratie militaire et l'armée de l'autre.
Et cette armée, elle est tellement puissante, et le trésor est tellement vide, que l'empereur Constantin Doukas décide, malgré les problèmes aux frontières, de virer une partie de l'armée pour remplir le trésor. Les Turcs ont dû se dire... Du coup, puisque personne ne les en empêche, les Turcs, ils s'en donnent à cœur joie. Et après Constantin Doukas, c'est l'ancien général devenu empereur Romain Diogène qui gère le bordel. Très prometteur et très courageux mais n'ayant aucun moyen valable à sa disposition, pas même le soutien de l'aristocratie, il réunit tant bien que mal une armée essentiellement composée de mercenaires étrangers, des Turcs ou des Normands avec Roussel de Bailleul, plus quelques généraux véreux, le tout pour tenter de consolider l'Arménie et de punir les raids turcs. Le 19 août 1071, à Manzikert, il affronte les troupes d'Alparslan venues pour l'occasion, et puisque tous ses généraux et tous ses mercenaires se sont barrés, il se bat tout seul. Héroïquement certes, mais il se fait poutrer, il est capturé, avant d'être renvoyé à Constantinople, où on le dépose, on lui arrache les yeux, et il en crève. Ah, les Byzantins. Ça n'aime pas beaucoup la guerre parce que c'est pas très propre, mais ça aime quand même bien jouer avec les globes oculaires. Alparslan voulait-il envahir l'Anatolie, ou pas du tout? Selon Emmanuel Sivan, l'objectif du nouvel empire turc, pour plus de légitimité politique et religieuse, était, tel que l'annonça Tugrulbek dans une lettre au calife, de détruire l'hétérodoxie chiite, que les sunnites voyaient comme une hérésie pure et simple, afin de raffermir le pouvoir du calife, et donc le leur. Le but était donc de détruire le califat fatimide d'Égypte, la puissance chiite par excellence à l'époque. Alors pour plus de détails, vous avez la précédente vidéo. Sivan pense donc qu'Alparslan voulait réserver ses forces pour l'Égypte, et qu'il a cherché à dissuader Romain Diogène de l'attaquer, mais vu que celui-ci s'est obstiné, il a lui aussi mené une campagne de propagande pour motiver ses troupes contre le Byzantin, antique ennemi de l'islam. Notre peuple vaincra. Pourquoi pas cette théorie? Après tout, Alparslan n'a jamais profité de cette victoire. Jamais un empereur n'avait été capturé par un monarque musulman, et pourtant aucune véritable campagne de pub ne fut entreprise autour de ça pour en profiter. Et jamais Alparslan ou son fils Malik Shah n'ont entrepris eux-mêmes la conquête de l'Anatolie. Trop occupés à maintenir leur pouvoir dans le reste de l'Empire, ils ont laissé cette tâche à d'autres, généralement des cadets de famille un poil turbulents, qu'ils ne voulaient pas voir trop traînailler chez eux. Mais cela dit aussi, la guerre sainte contre l'Égypte, elle ne s'est pas faite, et Alparslan, il est mort assassiné un an seulement après Manzikert en Transoxiane. On peut donc s'interroger sur ce qu'il voulait. En tout cas, cette défaite, ajoutée à d'autres facteurs qu'on va voir ensuite, ça a foutu un sacré merdier sur l'échiquier politique de l'époque, que ce soit en Moyen-Orient, en Asie mineure ou en Europe. Comme je l'ai sous-entendu, la conquête turque de l'Anatolie fut confiée par Malik Shah à son parent Soleiman ibn Kutulmish, et puis des généraux comme Danishmend, Zaras, etc., et tout un ramassis de tarés turbulents pour créer un nouveau sultanat qui soit vassal du sultanat seldjoukide. Sauf que direct, chacun va chercher à se tailler son propre petit émirat, ce qui fout un merdier sans nom et qui coupe les communications entre les différentes places byzantines restantes. Ou c'est pas la joie non plus. Le sort réservé à Romain Diogène a quand même pas mal choqué, et la semi-incompétence du nouvel empereur Michel VII Doukas en saoule plus d'un. Du coup on a plein de généraux qui se révoltent, qui se déclarent empereurs et qui prennent successivement plusieurs villes. Mais sans armée byzantine. Bah non, avec des mercenaires turcs. Du coup, pendant que les prétendants au trône se foutent sur la gueule, les grands chefs turcs passent derrière et raflent tout. Dans le genre, Soleiman ibn Kutulmish, il se fait remettre Nicée par les mercenaires turcs du général Botaniates et il en fait la capitale de son nouveau sultanat. Le sultanat de Roum. Sultanat des Romains. Ils sont fous, ces Romains. Ensuite, le problème normand. Le nouvel empereur Michel VII Doukas, il galère avec eux parce qu'ils se font de plus en plus gourmands, que ce soit en Italie ou en Anatolie. On a par exemple la tentative de conquête de Constantinople en 1081-1085 par Robert Guiscard, duc normand en Italie, et son fiston Bohémond, qui sera d'ailleurs l'un des chefs de la première croisade. Mais avant ça, il y a eu autre chose. Roussel de Bailleul, qu'on a croisé tout à l'heure, il cherche à se tailler une principauté à lui en Anatolie avec sa troupe d'élite. Et pour y faire face, Michel VII Doukas a eu la bonne idée de demander l'aide de Soleiman, en échange de la reconnaissance de droit sur ses terres. La bonne idée. Il y a clairement moyen que les Turcs se soient redits. C'est pas que les Byzantins soient des brêles, c'est qu'en plus de tous leurs problèmes et de toutes leurs engueulades, ils doivent aussi se fader d'autres problèmes. Par exemple dans les Balkans, ou des problèmes religieux, ou avec les Arméniens, qui en profitent aussi pour se créer des petites principautés indépendantes, à Édesse, à Antioche, etc. Et on n'a même pas encore évoqué la Syrie et la Palestine. En Syrie-Palestine, alors que ça se passait pas trop mal
entre les Arabes locaux, les Byzantins et les Fatimides, et bah c'est reparti pour un tour. En 1078, l'aventurier turc Aziz ibn Habak s'empare de Jérusalem et de Damas sur les Fatimides. Et puis Malik Shah ensuite décide d'envoyer son frère Toutouche pour s'occuper. Et il récupère avec son lieutenant Ortok Jérusalem, Damas et Alep. Mais c'est pas fini, parce qu'au nord, Suleiman prend Antioche aux Arméniens en 1085 puisqu'il veut agrandir son sultanat de Roum. Et avec Toutouche, ils vont pas s'entendre, ils vont se foutre sur la gueule en 1085, Suleiman meurt, et tandis que son sultanat part en vrille, accentuant le merdier anatolien, et bah Toutouche il récupère Antioche. Et donc, toute la Syrie. Évidemment, ça pouvait pas rester aussi simple. Il faut que Malik Shah meure en 1092, du coup l'Empire va rester déchiré pendant 10 piges entre ses fils qui se bastonnent. En plus, Toutouche meurt en 1095, et du coup la Syrie et la Palestine explosent à nouveau. On a ses fils Ridwan et Doukak respectivement à Alep et Damas, tandis que des émirs arabes et des seigneurs turcs se créent des petites principautés indépendantes, et que les Fatimides reviennent conquérir la Palestine. C'est re le bordel! C'est re le bordel! En Occident, tout ce foutoir n'est pas passé inaperçu, et il intéresse autant qu'il inquiète, notamment chez les papes Grégoire VII et Urbain II, qui, en pleine réforme grégorienne, commencent à y réfléchir sérieusement. Alors quand Alexis Comnène, empereur byzantin depuis 1081, va leur demander, comme c'est déjà arrivé par le passé, de lui trouver des mercenaires, ça va leur faire un prétexte en plus. Et ça va pas faire un pli sous les tiares. Maintenant ça va chier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui participent dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, merci à ceux qui partagent leurs références bibliographiques, leurs expériences, etc. Un grand merci à ceux qui me donnent un petit peu d'argent sur Tipeee. Vous participez à la qualité du contenu et c'est vraiment très appréciable et je suis très touché que vous fassiez ça comme ça, de nulle part et tout, c'est grand merci. Si certains d'entre vous veulent le faire aussi, si vous en avez les moyens et si vous voulez vraiment participer à tout ça, vous pouvez le faire donc sur le site Tipeee, vous avez le lien dans la description. Merci à ceux qui regardent ce genre de vidéos pour la première fois. Si vous voulez vous abonner ou voir d'autres vidéos, vous en trouverez plein sur ma chaîne hero.com à laquelle vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Je l'ai déjà dit. C'est la fin du tournage, c'est compliqué. Pour toutes les références que j'ai utilisées, que ce soit les musiques, les bibliographies, les extraits de films, quoi d'autre encore, enfin tout ce genre de choses, vous aurez les liens dans la description. Et sur ce, je vous laisse avec la séquence remerciements où je cite tous ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo et tous ceux que j'ai étudiés.